Bonjour André Douzet, Bonjour Antoine. comment vas-tu? Ça fait un petit mois là qu'on s'est pas vu, qu'on a discuté la dernière fois ensemble. Est-ce que ça va bien pour toi? Eh ben, ça va extrêmement bien, surtout lorsque je suis sur la station Miasme, ça va encore mieux. Ah, écoute, c'est que je t'ai déjà dit, trop de flagornerie tue la flagornerie. Non, non, c'est vrai. Non, non, sincèrement, c'est vrai parce que c'est une porte ouverte sur l'échange et puis la diffusion de certaines choses. Donc, c'est très bien. Écoute, aujourd'hui on va attaquer donc le sujet du mystère alchimique avec toi. Mais comme on l'avait précisé lors de la dernière émission, si vous avez des questions, vous pouvez nous les envoyer et puis on y répond en début de l'émission. Donc on en a reçu quelques-unes concernant concernant le mystère de Périlos. Alors, j'en ai sélectionné quelques-unes parce que il faudrait presque faire toute une émission juste pour répondre aux questions. Alors, c'est des questions assez techniques, hein, visiblement. Par exemple, dans ton entretien, dans nos causeries la dernière fois, tu dis que l'abbé Bigou est l'auteur de la pierre tombale de Marie de Nègre. Et comment est-ce que tu peux affirmer ça, sachant qu'elle n'apparaît que sous la forme d'une gravure dans une publication de la César en date de 1905, soit à peu près un siècle après Bigou? Alors, la réponse est très simple. Il y a, après la Révolution, ou on peut dire à la fin de la Révolution, un abbé Granet qui fait mention de cette gravure. Et c'est, je pense, la réponse de cet abbé qui a aiguillé la César pour aller visiter le cimetière, parce que c'était une gravure qui pouvait entrer dans un cadre archéologique, historique, à part l'aspect religieux, évidemment. Et l'abbé Granet, on est à, on peut dire, une quarantaine d'années après la gravure de cette pierre tombale, dit effectivement que le texte a été commandité par le prêtre, le père curé de Rennes-le-Château. Il ne dit pas non, mais à cette époque, le père curé de Rennes-le-Château, c'est forcément l'abbé Bigou, il n'y en avait pas deux. D'accord, Alors ce ça texte, semble... très curieusement, n'a pas retenu l'attention des historiens et ténors dans l'affaire de Rennes-le-Château, tout simplement parce que ça n'apporte rien. Les chercheurs se sont contentés de l'avis des historiens et archéologues du coin, qui étaient des gens extrêmement sérieux. D'ailleurs, à cette époque, l'affaire de Rennes-le-Château n'a pas encore été montée en épingle, donc il n'y avait aucune raison de mentir. Ok, c'est très clair. Alors, la question suivante. Concernant la maquette, alors il y a eu plusieurs forcément questions concernant la maquette. Oui. Parce qu'à un moment donné, tu parles de documents qui sont fournis avec cette maquette. Mmh. Mais visiblement, on n'en aurait vu, en tout cas tu n'en aurais montré que des photocopies. Est-ce que tu me confirmes que les originaux sont bien dans ta possession, dans ton musée, et que comme ton musée est ouvert au public, finalement, ceux qui souhaitent voir les originaux peuvent venir te voir dans le musée? Oui, je le confirme parce que en plus de ça, j'ai quand même des témoins, euh, des témoins intéressants, c'est-à-dire les personnes qui ont réussi à soustraire l'original de la maquette ont vu les documents et ont insisté après la prise de la maquette pour que je confie les lettres de Sony qu'elle est avec. Que bien entendu, je n'ai pas donné, mais eux les ont vus. Ça n'était pas ni des photographies ni des photocopies. Donc, si je puis dire, c'est mes plus grands ennemis qui sont mes meilleurs témoins. Voilà. Comme souvent finalement. Voilà. Hein. Donc, effectivement, les documents, je ne les ai pas donnés. Ils sont en notre possession. Nous n'en avons montré que des photographies en tronquant ce qu'il y avait avant ce texte, puisqu'on voit la signature de la Bessonnière, qui a d'ailleurs été authentifiée 2 ou 3 fois par des chercheurs méfiants. Et c'est les meilleurs, parce que lorsqu'ils disent oui, c'est la signature de la Bessonnière, voilà, hein, ce n'est pas une douzetterie avancée, donc c'est bon. Voilà, hein, donc ces courriers sont laconiques, ce ne sont que des courriers de commande, mais ils ne sont pas discutables et ils sont effectivement en notre possession. Mais arrive un moment lorsqu'on m'a volé, il n'y a pas d'autre mot, tout un tas de documents chez moi pour les divulguer.
notamment aux archives départementales de l'Aude et puis des PO, et bien à partir de là, c'est vrai que j'ai décidé de ne plus les montrer, mais si quelqu'un à cette époque-là était venu sonner à ma porte, il aurait eu accès aux documents, comme il les a toujours aujourd'hui, selon la volonté des gens. Ok. Bah alors, tu as répondu d'ailleurs à une autre question qui disait comment est-ce que tu es sûr que c'est bien une commande de la Baby Goo, bah, il y a, de la Bessonnière. Il y a la signature de la Bessonnière en bas de la page et tu l'as fait expertiser, c'est ça? Oui. Ok. Et en fin de compte, encore une fois, ce sont les gens qui sont mes antagonistes et qui ont bien dit que c'était la signature de Baby Goo. Bien entendu, comme il est question de moulage, on a ergoté parce que ce n'est qu'un moulage. La maquette est quelque chose qui serait réduit à une échelle plus petite. Non, c'est un moulage à l'échelle 0,0. Donc effectivement, on a dit que le moulage n'était peut-être pas forcément celui de la maquette. Mais à ce jeu-là, on peut tout dire et rien dire. Tout à fait. Ok. Allez, une petite dernière question et ensuite on attaque notre sujet sur l'alchimie. Si la maquette indique les terres de Périlos, quel en était le code permettant de faire le rapprochement entre la carte et le lieu? Alors, ça, le problème, c'est que c'est presque un petit peu tout ce que tu as expliqué la dernière fois. Oui. Moi j'ai quand même eu la curiosité, je te l'avoue, de vérifier avec Google Earth pour voir si je retrouvais effectivement, vue du ciel, donc par photo satellite, en zoomant sur les terres de Périlos, si je retrouvais cette maquette. Et effectivement, on retrouve bien la topographie de la maquette. Donc, est-ce que tu as peut-être quelque chose juste à rajouter par rapport à ce code-là, qui t'a permis de faire le rapprochement entre la carte et le lieu? Oui, il y a ce que sur la maquette on trouve au terme citerne et qui a été pour moi la pièce révélatrice. C'est ce que j'ai appelé un amère en termes de marine, c'est-à-dire un point fixe sur Terre qui, tant que l'homme n'aura pas utilisé la dynamite, va permettre aux navigateurs autrefois d'avoir des points de repère solides. Le Roudoun est quand même une pièce rocheuse naturelle énorme et qui comporte à l'intérieur une citerne, et c'est ce qui nous a attiré l'attention, avec le nombre de marches d'escalier qui montent à ce rocher et qui sont répétées sur la maquette. Si ce sont les fruits d'un hasard, et pourquoi pas, ça fait quand même, mon grand-père me disait une fois passe, deux fois las, trois fois casse, et on en est à 4 ou 5 hasards pour le Roudoun. À partir de là, si on retourne la maquette, ce qui est en creux est en relief, on a les chemins, les rivières qui passent par ce Roudoun et qui nous ont permis d'aller prospecter. Ensuite, n'importe qui peut le faire. On peut se procurer sur Internet ou si on me le demande, nous n'avons aucun problème pour envoyer un agrandissement d'une photographie de la maquette. On prend la maquette, les cartes d'état-major, la carte de Cassini, le texte de Courtade et aujourd'hui même le cadastre d'Opoules-Périlos, et on a une superposition parfaite de tous les endroits, y compris le lieu où De Cassini, et je peux te certifier que De Cassini au XVIIe siècle n'était pas mon complice, ni mon compère, ni quelqu'un que j'ai soudoyé ou grassement payé, mais il dit lui-même qu'il se charge dans ce secteur de faire la triangulation, et ce qui va devenir le point zéro, il refuse en mettant terra incognita. Ok, alors, Pour moi, est-ce qu'il n'était pas ton complice? Ça, je ne sais pas, parce que j'ai cru entendre dans une précédente interview de toi sur l'alchimie que certains alchimistes auraient pu atteindre l'immortalité. Peut-être qu'en vrai, au XVIIe siècle, tu étais déjà là. Va savoir. oui, oui, mais ça, il fallait pas le dire. Non, sérieusement, les De Cassini étaient d'excellents topographes, des gens d'une immense culture, qui ont d'ailleurs appartenu à des sociétés qui se sont intéressées ensuite pour la France à cette histoire, mais à cette époque, on est certain, ils ne pratiquaient pas l'alchimie. Maintenant, peut-être se sont-ils cachés, eux ont-ils été des voyageurs du temps, ou moi, l'ai-je été ou le suis-je encore, mais après tout, Antoine, et si c'était toi le voyageur du temps? J'adorerais. J'adorerais. Tu m'as dévoilé. Ok. Bon, eh bien, écoute, André, merci d'avoir répondu à ces questions. Et puis, bon, on va passer maintenant au mystère alchimique. Oui. Vas-y, on t'écoute. Nous sommes pendus à tes lèvres. Alors,
Évidemment, l'alchimie est quelque chose qui est très à la mode, mais qui l'a d'ailleurs toujours été. Les gens se sont toujours intéressés à l'alchimie. Alors, je vais expliquer très brièvement comment, personnellement, j'ai été amené à m'intéresser à l'alchimie. J'ai été élevé dans ma petite enfance, dans mon adolescence, par mes grands-parents, et j'ai eu la chance d'avoir un grand-père qui était maître verrier. Et effectivement, c'est lui qui m'a permis de voir certaines choses, mais il n'y avait rien d'extraordinaire. Il ne s'agissait pas d'une transmission familiale ou de la visite d'extraterrestres avec des grosses lunettes noires, habillés de costumes noirs, étant venu initier mon grand-père. Pas du tout. Simplement, on peut dire que sur une quinzaine de maîtres verriers à son époque, il y en avait un ou deux qui, voyant les fours, voyant le travail qu'on fait sur le règne minéral, puisque le verre, en fin de compte, n'est qu'un minéral, eh bien, s'intéressait à d'autres choses, mélangeait des produits, regardait ce que ça pouvait donner, et un jour finissait par arriver à ce qu'on appelle l'alchimie. Une aparté, et j'ai vu mon grand-père travailler. Nous avons récupéré dans le musée les trois quarts de son atelier dans lesquels il travaillait, mais surtout, il m'interdisait de prononcer le mot alchimie. Il disait l'alchimie, c'est pour le commun. Évidemment, ce n'est pas péjoratif. Et il me disait, il n'est question dans cet art, pour lui c'était un art, c'était même pas une science, et il est question de magistère. Et il insistait sur ce terme, et on va vite comprendre pourquoi ensuite, parce que pour lui, le magistère, c'est le travail d'un maître, évidemment. Hein. Et je me souviens dans mon enfance, lorsqu'il me donnait l'exemple de la valeur du terme magistère, il me disait, le magistère, ensuite, on va le retrouver dans le terme magistral. Et il m'expliquait que lorsqu'il me donnait parfois des corrections, et il me disait, c'est une correction magistrale, et je m'en souviens encore aujourd'hui. Elle est appliquée de main de maître. Mais ensuite, il avait une autre image en me disant, oui, c'est magistral, mais le maître, en fin de compte, c'est celui qu'on va trouver sous le terme de magistrat, et c'est celui qui, dans un tribunal, est en haut de la pyramide de ceux qui jugent et qui étudient, et qui va prononcer la sentence. Donc on ne peut pas aller plus haut dans la pyramide des hommes. Et pour lui, il me disait, c'est ce travail sur le règne minéral est un magistère, et on va voir pourquoi il faisait une distinction entre magistère et alchimie. On y arrive. Il m'a expliqué, d'abord, je l'ai dit et redit tant de fois que je pense que tout le monde le sait, et j'ai dû te le dire à toi aussi, je n'ai que le certificat d'études primaires en tout et pour tout, comme bagage de savoir et de culture enseigné sur les bancs de l'école. Après, le reste, je l'ai lu. J'ai suivi mon grand-père, j'ai suivi des gens qui avaient une autre culture que moi. Mais, effectivement, mon grand-père me disait, voyons voir, il y a sur Terre trois règnes, les règnes majeurs. On ne va pas parler des règnes invisibles. Il me disait, il y a le règne minéral, qui est le plus lourd, le plus lent, si on peut dire. Ensuite, il y a le règne végétal. Et le règne végétal va se nourrir du règne minéral. Effectivement, les arbres, les végétaux plongent leurs racines dans la terre. Et il me disait, il reste un troisième règne que nous connaissons, puisque nous en faisons partie, c'est le règne animal. Et on nous dit que l'homme, effectivement, nous sommes des animaux. D'ailleurs, on voit à certains moments notre comportement et on se veut le plus beau fleuron du règne animal, ce qui est, de mon avis, de plus en plus discutable. Et il me disait, à ces trois règnes, on va pouvoir appliquer un travail, un magistère. Et voilà où précisément il déviait, il changeait de direction par rapport au classique de l'alchimie. Il disait, l'alchimie, c'est un travail, c'est une observation, c'est une prospection qui va s'intéresser et qui va s'adresser uniquement au règne minéral. C'est l'alchimie. D'ailleurs, on va nous dire, certaines étymologies vont nous parler de la terre noire, celle d'Égypte. Donc il est bien question d'un règne minéral, obscur, noir. Et il me disait, voilà, ça, c'est l'alchimie s'adresse au règne minéral. Ensuite, il y a un autre terme pour le règne végétal. On ne parle pas d'alchimie, on parle de spagyrie. Ensuite, il va y avoir une déviance et les gens vont mettre alchimie, tout va porter le titre alchimie parce que c'est formidable l'alchimie, ça fait rêver, ça fait sourire également, mais on met tout dans le même sac. Et il me disait, ensuite il y a le règne animal et là, il n'y a pas d'information, on ne sait rien. Alors,
Un exemple. Je vais te couper juste 2 secondes, André, parce qu'effectivement, pour ceux qui découvriraient l'alchimie par André Douzet, moi, c'est la première fois que j'entendais sur le sujet alchimique, on va dire de façon générale, le fait qu'il y avait un troisième règne, parce qu'on parle essentiellement que d'alchimie minérale, un petit peu de l'alchimie, on va dire spigérique, ça se dit comme ça. Oui. Et c'est vrai que cette alchimie du règne animal, à ma connaissance, en tout cas, tu es la seule personne à en parler. Et c'est pour ça, soyez vraiment attentifs parce que c'est très intéressant. Vous allez voir, ça peut aller très très loin. Alors, effectivement, on peut vérifier tout ça d'une façon très simple. Internet est un outil formidable. Mais si un jour tu te rends ou si les éditeurs veulent se rendre dans une bibliothèque, quelle qu'elle soit, si on regarde les catalogues, on a des milliers d'ouvrages sur l'alchimie. Des milliers. Hein. Souvent, d'ailleurs, ce sont des bonbons ressucés. On prend les grands classiques, mais il n'empêche que les grands classiques sont extrêmement nombreux. Ensuite, si on veut regarder en spagyrie, les livres, les ouvrages qui servent de base à toute la littérature spagyrique, eh bien, il n'y en a pas plus d'une vingtaine. Donc la chute est vertigineuse, hein, elle est exponentielle dans l'autre sens, c'est-à-dire on dégringole d'un coup. Et pour le règne animal, il n'y en a pas. Effectivement, j'exclus, parce que mon grand-père m'avait appris à l'exclure, il me disait, ne prenons pas en compte les travaux qui sont des travaux extrêmement dangereux et douteux à partir des excréments produits par l'homme. Hein. Oui, et oui. Parce que ça a été au départ la seule solution que ceux qui ont voulu tâter du règne animal avaient. Bon, en fin de compte, si on veut résumer encore plus loin, si on veut pousser plus loin, donc 0 pour le règne animal. Et j'expliquerai pourquoi d'une façon très concrète. Eh bien, tout simplement, l'alchimie, si on veut résumer, et puis je pense que tous les chercheurs vont être à peu près d'accord avec moi, on va partir d'un règne minéral, lourd, solide, qui ne va être sensible qu'au feu et à la dissolution, c'est-à-dire bois humide, bois sèche, et on va en extraire, en fin de compte, on va essayer d'en extraire un condensé. On ne va pas encore parler de teinture mère, mais un condensé. On va arriver, d'ailleurs, si on veut encore plus résumer et simplifier, on va prendre un morceau de plomb et après avoir travaillé, on va avoir une quantité d'or, plus ou moins pure. Donc là, disons que c'est l'essence qu'on vient d'extraire. Ensuite, pour la spagyrie, c'est pareil. Et là, les gens connaissent déjà mieux les termes, c'est la quintessence, ce sont les huiles mères, c'est-à-dire les essences essentielles d'un végétal. Et ça, n'importe quel pharmacien pourra l'expliquer plus techniquement que moi. Ce n'est pas de la sorcellerie. Ensuite, vu qu'on parle de teinture mère minérale, teinture mère végétale, il y a eu quelques chercheurs, alchimistes à leur époque, appelons-le pour le moment alchimistes, qui se sont dit si ça marche sur le règne minéral, si ça marche sur le règne végétal, après tout, pourquoi ça ne marcherait pas sur le règne animal? Oui, d'accord. Mais on sait que des papes ont écrit et fait des recherches sur l'alchimie, y compris des moines de l'Inquisition. Hein. On va prendre par exemple Albert le Grand, dominicain notoire, qui va s'intéresser à l'alchimie et qui va surtout écouter sous la souffrance ce que ceux qu'il est en train de torturer lui expliquent sur l'alchimie. Ils vont faire des livres d'ailleurs. Bon, donc là ça passe. Sur le règne végétal, tout le monde, qui a la sensation de faire de la sorcellerie en prenant une infusion? Personne. Le vinaigre est quand même un travail alchimique en fin de compte. D'ailleurs, le vinaigre va donner une mère à partir du vin. Hein. Donc là, il y a des images très ambiguës sur la féminité et sur ce que va devenir ce vin, qui est en fin de compte une distillation de ce qui monte par les racines, donc le minéral. Mais c'est autre chose quand on parle du règne animal. Et là, l'Inquisition veillait d'une façon extrêmement sévère. Et là, c'était radical. Si quelqu'un était soupçonné d'avoir tripoté le règne animal, sans parler d'aller jusqu'à l'humain, là, pas de problème, c'était le bûcher. Hein. Donc, s'il y a eu quelque chose d'écrit, ça a été perdu. Et à mon avis, peu de personnes se sont amusées à courir le risque de monter sur le bûcher pour avoir fait cette tentative. Je ne vais pas revenir sur l'alchimie parce que Internet et les sites spécialisés en sont pleins. Les gens vont trouver d'excellents travaux.
ou d'autres travaux, peu importe, chacun va y trouver chaussure à son pied. En spagyrie, c'est pareil. Et la spagyrie commence à monter en puissance, puisque je crois qu'on va réactualiser le diplôme d'herboriste. Un herboriste va pratiquer les infusions, les distillations, et il n'y a pas de sorcellerie là-dedans. Quant au règne animal, comment j'ai appris l'existence de ce travail, de cette extraction de teinture mère? Eh bien, tout simplement parce que mon ancêtre était, même s'il était maître verrier, elle n'était allé à l'école que jusqu'à 9-10 ans. Donc, on imagine le niveau qu'il pouvait avoir en termes d'écriture et de lecture. Il comptait sur ses doigts, il arrivait à compter, donc sur ce plan-là, ça allait, mais il écrivait en phonétique. Et il avait énormément de difficultés à lire. Et lorsque mes grands-parents m'ont élevé, je me souviens, on me faisait lire les courriers arrivés à haute voix, et il me dictait la réponse que je copiais, et il signait péniblement la lettre. C'était pour les papiers officiels. Donc, je me suis toujours demandé comment cet homme, qui avait une grande connaissance du feu, de la verrerie et de ce qu'il appelait le magistère minéral, avait pu avoir connaissance de tous ces ouvrages. On sait qu'il rencontrait des hommes, et je pense que c'est ces hommes qui l'ont poussé, parce qu'eux n'avaient peut-être pas accès à des fours de verrerie, ni des produits qui servent de fondant. Et un beau jour, il y avait à Lyon le fonds ancien qui était à la Ménicanterie, à Saint-Jean, aujourd'hui c'est tout à la Pardieu, mais à cette époque-là, il m'emmenait et il choisissait, il demandait un livre, et j'aurais dû me demander à cette époque comment connaît-il l'existence d'un livre comme celui-ci, qui était parfois un manuscrit. Et il ne savait pas le lire, puisqu'il s'asseyait à côté de moi, on m'emmenait un cahier de brouillon, une plume sergent-major, une bouteille d'encre Waterman, et je recopiais attentivement le texte que je voyais sur ces livres. Ensuite, je le lisais à voix haute, et au bout de 3 fois, il était capable de régurgiter des passages entiers du livre. Où est-ce que je veux en venir? C'est qu'un beau jour, il demande un ouvrage qui s'appelle Le procédé Bartholope. Et là, stupéfaction, c'est un petit cahier manuscrit, tout petit, à peine une vingtaine de feuillets, très bien écrit, d'une très belle écriture. On va dire, on peut estimer ça à 17e. Et je n'arrivais pas à comprendre tous les mots, parce qu'à 12 ans, il y a des mots que je ne connaissais pas. Et un de ces hommes qui était derrière lui était venu, se penchait sur moi, et lorsque je calais sur un mot, il me le disait à l'oreille et je le recopiais. Ce qui fait qu'on s'est trouvé en possession d'un ouvrage qui s'appelait Procédé Bartholope et qui aujourd'hui a disparu, très curieusement, des rayons des bibliothèques. Alors, où est-ce que je veux en venir? Eh bien, c'est que, tout simplement, déjà, voyons voir, le procédé Bartholope. Eh bien, Bartholope, si on regarde l'anagramme, c'est or potable. Donc, je pense que le personnage a choisi un pseudonyme, Bartholope. Bartholope passe, parce que longtemps, j'ai cru que c'était un nom, et ce n'est qu'un chercheur qui m'a dit, mais arrête, c'est un anagramme, ça signifie or potable. Alors, André, juste, oui, est-ce que tu peux te reculer un peu? Parce qu'en fait, plus tu t'approches et plus tu es, voilà, plus es en train de te faire manger le visage par la caméra. D'accord. Impeccable, merci. Et donc, évidemment, il s'est intéressé, et j'ai vu mon grand-père faire des travaux sur le règne minéral. D'ailleurs, ces travaux, plusieurs fois, on m'a demandé de faire des causeries sur le magistère, parce qu'on savait que mon grand-père avait laissé beaucoup de choses. Ces choses, on peut les voir dans le musée, effectivement, puisqu'une partie de ses fours et de ses feuillissons, ainsi que tout son matériel de distillation. Voilà. Alors, à partir de ce moment-là, les gens ont su que je disposais d'un produit qui restait dans une fiole de mon grand-père. Et comme les gens doutaient, d'ailleurs ils doutent encore aujourd'hui, car lorsqu'ils viennent visiter le musée, ils me disent « c'est étrange, il n'y a pas de Cadillac garé devant votre musée ». D'un air un petit peu moqueur gentil, en disant « alors vous n'avez pas pu vous acheter le Cadillac avec tous les lingots d'or que vous ne pouvez pas manquer de faire ». Alors, il y a un produit, effectivement, et lorsqu'on me demande une causerie sur l'alchimie, j'amène ce produit et je demande aux visiteurs de m'amener une pointe de charpente, un clou de 15 ou de 17. Parce que si j'amène moi le clou, évidemment, la première fois j'ai amené un clou et on m'a dit vous êtes un très bon magicien d'opérette, monsieur Douzet. Le clou était très bien trafiqué. Non. Dorénavant, maintenant, lorsqu'on présente ces travaux, je demande à quelqu'un
qui me commande la conférence de venir avec un clou à lui. Au moment de commencer la causerie, on le dégraisse, parce que souvent les clous sont gras pour ne pas rouiller. On le dégraisse simplement avec de l'alcool à brûler. On le trempe dans ce petit flacon et on ne le touche plus. Il est devant moi pendant toute la causerie, de façon à ce qu'il n'y ait pas de supercherie. Au bout d'une heure et demie, lorsque j'ai terminé mon travail de présentation, celui qui a amené le clou le sort du flacon, le fait passer sous l'eau froide, et ensuite, eh bien, c'est là que les choses commencent, parce que je me dis, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'il s'est passé? Et je lui dis, le meilleur moyen de savoir ce qui s'est passé, c'est, à partir de demain, d'aller chez votre orfèvre ou bijoutier préféré, et à l'aide de ce qu'ils appellent une pierre de touche, de vous dire ce qu'est devenu le bout du clou. Évidemment. Et ton clou, c'est pas juste une couche dorée qui s'est mise sur le clou. On est bien d'accord, c'est même au cœur du clou. C'est toute la matière qui s'est transformée. Non, en 1 heure et demie, on a quand même on ne peut pas aller à corps. Et là, on travaille à froid. Hein. J'ai bien précisé que les flacons étaient posés. Mais déjà, si on voulait recouvrir le clou d'une feuille d'or, il faudrait utiliser des termes de galvanoplastie. Et le fait simplement de poser un clou dans un liquide épais, sirupeux et noir n'est pas de la galvanoplastie. Hein. L'analyse du produit noirâtre ne dispose également d'aucun sel d'or. Donc, mais quand même, au bout d'une heure et demie, c'est quand même déjà quelque chose d'extraordinaire. Et on peut imaginer, si on laissait le clou stagner plusieurs jours ou commencer à monter en température, ce qu'on pourrait obtenir. Voilà, c'est ça ma question, c'est-à-dire, est-ce qu'en allant plus loin dans l'expérience, est-ce qu'effectivement ton clou, à un moment donné, devient intégralement en or? Alors, une expérience a été faite à Lyon, chez un orfèvre lyonnais, qui nous a prêté un four d'orfèvrerie, un très vieux four, puisqu'on a travaillé comme mon ancêtre travaillait, c'est-à-dire avec du charbon, qui permet d'arriver à très haute température. C'est ce qu'on utilisait pour les hauts fourneaux autrefois. Et effectivement, nous avons réussi à obtenir une petite quantité d'or. Alors, soyons réalistes. La mise en route du four, s'il avait fallu acheter le four, acheter la dizaine de tonnes de coques de fonderie qui aujourd'hui ne se fait plus mais qu'on peut encore se procurer, ça coûte presque aussi cher que ce qu'on peut extraire. Mais le travail peut se faire. Donc ça, et ce que je voulais surtout expliquer, c'est qu'il avait une maîtrise, un magistère qu'il connaissait, et aujourd'hui, eh bien, chaque fois que j'ai proposé à des alchimistes qu'on se rencontre, à ces messieurs, d'ailleurs c'est très misogyne cette science, malheureusement nous ne voyons pas souvent de dames dire voilà je suis alchimiste et je travaille au fourneau, pourquoi pas, hein. Dame, l'épouse de Flanel l'aidait bien à travailler au fourneau. Aujourd'hui c'est resté quelque chose de très misogyne. Les dames n'ont pas place à la fabrication de l'or, elles savent le dépenser mais elles ne savent pas le fabriquer, et donc à partir de là, oui je plaisante évidemment, hein, je plaisante. Mais c'est quelque chose qui est remarquable déjà. Donc jusque-là, on peut avancer. Hein. D'ailleurs, il y a des gens qui ont pu voir d'autres travaux que les miens qui étaient très avancés et très intéressants. Ensuite, à Spagéry. Mais surtout, arrivons-en à cette troisième voie, cette voie innommable, et qui n'a jamais été écrite ou approchée devant des témoins, qui est celle du règne animal et qui n'a pas de nom. Et à partir de là, sur le règne minéral, en fin de compte, on ne va faire qu'essayer d'aller au fond du morceau de minerai. En fin de compte, un métal n'est qu'un minerai, donc une pierre. Hein. Donc c'est bien du règne minéral dont il est question. Le règne végétal, c'est pour tout ce qui est végétal. Et l'animal, c'est pareil. Il va falloir aller chercher les produits qui vont nous permettre d'obtenir une essence, qui vont nous permettre d'obtenir une teinture mère, et qui sont deux produits humains qu'il faut aller extraire et qui sont les mêmes pour l'homme et la femme, ce qui va nous permettre d'éradiquer systématiquement. Certains travaux ont été faits sur la semence humaine, mais la semence humaine, c'est la semence masculine. La femme dispose d'autre chose qui va permettre pratiquement, oui, de faire une œuvre alchimique sur une semence. Or, si on peut
trouver le même produit sur un mâle et une femelle, évidemment, c'est simplement une image que je donne, et pas quelque chose de péjoratif, c'est que l'homme et la femme disposent de ces deux produits. Et le produit, l'or potable, ne peut s'appliquer qu'à la personne qui fournit les deux produits de base. Voilà, hein. Donc c'est très clair. Et on obtient, il faudrait reproduire, d'après mon ancêtre, par 3 fois ce procédé, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait l'extraction, eh bien, effectivement, on obtient un produit qui est, au bout d'une trentaine de jours, qui est limpide comme de l'eau, qui est légèrement plus épais, qui n'a pas de goût, qui n'a pas d'odeur, qui ne colle pas, qui ne graisse pas. Et des médecins lyonnais, 2 médecins, ayant entendu ma causerie, ont voulu qu'on tente cette expérience du Bartholop. Ça a été tenté. Le sujet était une de leurs collègues et qui ne connaissait pas mon nom, et moi je n'ai jamais connu le sien. On m'a donné les 2 produits qui permettaient l'extraction, et à partir de là, effectivement, elle a été considérablement soulagée d'une sclérose en plaques, qui est quelque chose d'assez dégueulasse comme maladie. Et à partir de là, ils ont voulu, bien qu'ils m'aient donné leur parole d'honneur de ne jamais tenter de faire analyser le produit que je leur avais donné et qu'elle a dû boire d'un seul coup. Oh, il y en a très peu, ça fait une petite fiole. Ils l'ont expertisé, ils l'ont fait analyser et ils ont décidé qu'on arrêterait l'expérience, car d'après eux, il n'y avait plus rien d'humain dans le produit. Et ils m'ont dit à partir de là, on arrête, on ne se connaît pas, on ne se connaît plus, on ne sait pas ce que c'est ce travail. Le résultat est là, mais c'est tout. Et donc, plus rien d'humain. Oui. C'est surprenant. Voilà, donc il n'y avait plus rien d'humain, et eux ont décidé qu'on couperait le contact, parce qu'ils m'ont dit on ne comprend pas, et je leur ai quand même signalé qu'ils m'avaient donné leur parole d'honneur de ne jamais chercher à faire une analyse. Ça a été fait. Donc le produit a été reproduit 1 ou 2 fois. Ça nécessite un matériel qui à cette époque était facile à trouver, aujourd'hui il est beaucoup moins, mais il est réalisable, et chaque fois on a obtenu des résultats qui étaient extrêmement perturbants. La dernière expérience n'est pas très vieille, elle remonte à moins de 3 ans. Et effectivement, on a obtenu des résultats qui étaient assez ébouriffants, peu importe. Ce qui montre qu'en fin de compte, à une époque, ceux qui travaillaient sur le magistère avaient effectivement eu accès à cette 3e voie, qui était ce qu'on va appeler, en termes alchimiques, puisque c'est ce que le Thomas va trouver, de ce qu'on appelle la panacée universelle. C'est-à-dire une médecine universelle qui arrivera à combattre toutes les maladies. Et d'après mon grand-père, si on utilisait 3 fois ce remède, à refaire une 2e extraction après un temps d'arrêt de 2 mois après la première absorption, on éradiquait toutes les maladies du corps humain qui avaient donné les produits de base. Et si on recommençait 2 mois après, là, mon grand-père me disait, c'est extrêmement dangereux parce qu'on ne sait pas où on va. On arrête la destruction des cellules. Et à partir de là, s'il n'y a plus de destruction de cellules, tout à l'heure, en plaisantant, on se demandait si les 2 Cassini n'avaient pas été des voyageurs du temps, mais on a d'autres personnages qui ont eu cette étrange réputation sulfureuse. L'homme rouge des Tuileries, par exemple. Saint-Germain. Oui. Cagliostro aussi. Voilà, c'est ça. Hein. Voilà, hein. Et bien sûr, il y a le côté romanesque. Mais, et si on disait tout simplement qu'il n'y a pas de fumée sans feu? On ne saura jamais. Mais, et c'est sans doute peut-être mieux. Mais effectivement, à partir de là, et mon grand-père me disait, il faut toujours payer. Quoi que tu fasses, il faut le payer. Et cette opération, déjà la première étape, on ne sait pas ce qu'elle coûte. À la 2e, encore moins. Et il m'a dit à la 3e, on est sacrilège, c'est-à-dire on va stopper un processus naturel qui est inéluctable. Et si on le stoppe, de quel droit allons-nous le stopper? Voilà. Donc ça, c'était pour montrer effectivement qu'il y a une 3e voie sur laquelle aujourd'hui peu de ténors en alchimiste s'aventurent, tout simplement parce qu'elle est inconnue. Et pourtant, elle est extrêmement logique si on reprend les 3 règnes. Ensuite, pour reparler, on va quand même utiliser le terme alchimie, si tu veux bien, parce qu'il est plus compréhensible par tout le monde. Si je dis magistère, les gens se demandent ce que c'est. L'alchimie, ça passe. Mais on va s'apercevoir effectivement qu'il y a eu des personnages qui n'étaient pas mis en doute, tels Nicolas Flamel,
qui va nous dire, eh bien voilà, un beau jour, dans ma pauvre boutique, quelqu'un vient et me propose la vente d'un livre pour avoir quelques sous. Et ce livre, il le dit lui-même, n'est écrit ni sur du papier, ni sur du parchemin, mais sur on dirait en résumé, de fines feuilles de bois. Alors, une toute petite aparté, à partir de là, dans le musée, on montre ce qui a été trouvé dans les murs de Montségur après-guerre lorsqu'on a consolidé les murs, et ce sont de très fines feuilles de bois écrites à la mine de plomb qui comportent des images, une écriture. Est-ce que c'est alchimique ou non? Je ne sais pas. Mais disons que ces feuilles existent quelque part, ce n'est pas un délire de Nicolas Flamel, et il nous explique qu'avec ce livre, il va entamer un voyage. Mais en fin de compte, l'alchimie n'est-elle pas un gigantesque voyage formidable depuis un four, depuis un fourneau? Et mon grand-père, lorsqu'il mettait son athanor en route, me laissait regarder à travers un masque de soudeur électrique, parce que sinon ça brûle les yeux, et il me disait, regarde, c'est l'univers en création. Et en effet, il y avait une myriade d'étincelles qui se produisaient autour du creuset. Et il me disait, ce n'est rien d'autre que l'univers. Voilà. Et j'en ai toujours cette image, et elle est vraie. Et en fin de compte, c'est un voyage fantastique de regarder, d'avoir l'opportunité de regarder un athanor qui tourne. Et Nicolas Flamel va partir et on va nous dire 21, il part à 21 ans. Il y a 21 pages. Et il va aller en direction de Saint-Jacques-de-Compostelle. Or, certaines façons d'écrire, on nous dit que Saint-Jacques-de-Compostelle est le tombeau de Saint-Jacques le Majeur. Et quelqu'un de l'époque de Nicolas Flamel écrit qu'en fin de compte, Flamel va voir le mage or. Donc, mage, magistère, l'or. On va retomber à peu près sur les mêmes mots. Et en fin de compte, cette image n'est pas mystérieuse. C'est pas quelque chose de sulfureux au départ. Au contraire, je trouve l'image extrêmement belle d'être un mage or. Voilà. Donc, Flamel, effectivement, va réussir une transmutation et il va la réussir surtout en ayant le concours de son épouse, car je suis persuadé qu'arrivé un moment, la présence féminine apporte un plus énorme lorsqu'on va travailler au fourneau. Hein. D'abord, c'est une vision qui est différente. C'est une compagnie, c'est une compagne qui vous suit. Et là, elle va vous suivre très loin. Et arrive un moment où vous allez vous apercevoir que c'est vous qui la suivez et non plus elle qui suit. Donc, c'est une marche, une démarche commune. Où est-ce que je veux en venir? Je veux en venir que, par exemple, après, il y a des ouvrages extraordinaires. On a parlé tout à l'heure de l'Inquisition. La religion s'est intéressée très vite aux alchimistes. On a des papes qui en ont tâté. Hein, le dernier pape d'Avignon, donc pape du schisme, sans doute, mais peu importe, personnage religieux au plus haut point, qui est réputé avoir fait de l'alchimie et être arrivé au résultat final. Hein. On dit que le trésor qui était à sa disposition à Avignon ne pouvait pas être un trésor de rapine ou de récupération à gauche et à droite. Non, on dit qu'effectivement, il aurait eu le secret de la transmutation. Ensuite, certains musées disposent, surtout dans les pays étrangers, notamment en Pologne, il y a un musée qui montre au moins une médaille, si ce n'est deux ou trois, faite dans un or qui n'a plus la même densité que l'or des orfèvres et qui est réputé avoir été fait en présence de princes et de rois pour être de l'or alchimique. Donc, il n'y a pas de raison de mettre en doute. Tout ce qu'on peut mettre en doute, c'est ce qu'on raconte aujourd'hui et qui ne conduit plus aux grandes œuvres et qui ne conduit plus à cette transmutation formidable. Et pour en revenir aux religieux, qu'ils soient papes ou moines de l'Inquisition, eh bien, on sait qu'il y a un livre qui a été écrit par un personnage qui signe, évidemment, on pense que c'est un pseudonyme, mais qui a été écrit, il l'écrit en hommage à un roi, à un prince, et c'est tout simplement la messe alchimique. Et cette messe alchimique, il va transposer les étapes de la messe et il va les comparer aux étapes du grand œuvre et on va s'apercevoir qu'il y a une continuité. Effectivement, si on veut aller beaucoup plus loin, lui va s'arrêter au bout de quelques pages à avoir transposé le texte de la messe en un texte alchimique et qui est extrêmement intéressant. Et d'ailleurs, je te donnerai une photo de la première page que tu pourras mettre pour illustrer notre discussion. Et ensuite, les auditeurs, les spectateurs pourront aller s'acheter le livre qui coûte 3 francs 6 sous. C'est un tout petit livre qui n'est pas très cher, mais
qui montre que la religion s'y était intéressée. Et si on veut aller plus loin, et je ne parle pas du fait d'être croyant ou non, je parle d'un fond et d'une forme. En fin de compte, si on résume, on a un homme, il y a 2000 ans, qui va prendre du vin et qui va dire, voilà, je vais en faire du sang. Le vin, c'est le végétal, extrait du minéral. Et le sang, c'est tout simplement l'humain, l'animal. On retrouve un clin d'œil et une ombre derrière un filigrane du procédé Barthelot. Et ensuite, il va nous dire, eh bien voilà. C'est plus qu'un clin d'œil, là, c'est carrément... là, on n'est plus dans le clin d'œil, on est carrément dans... voilà. D'ailleurs, ce qui est assez drôle, c'est vrai que comme le nombre de personnes qui ont étudié le Christ, c'est vrai que c'est drôle qu'il n'y ait pas plus de monde que ça qui se soit lancé dans l'interprétation de cette image. Absolument. Et puis même plus loin, ensuite, il va prendre du pain. Le pain, c'est pareil. Le pain est issu d'une graine, d'une céréale, mais cette céréale ne va pas pousser comme ça, dans l'air. Il faut bien qu'elle soit dans la terre. Rebelote, on va retomber minéral végétal au pain, et on dit oui, mais le pain, c'est pas de l'animal. Non, mais après l'imposition des mains, ça devient de la chair. Je prends évidemment des images absolues. Oui, ceci est mon sang, ceci est mon corps, tout à fait. Voilà. Et d'ailleurs, la religion ne se prive pas d'utiliser un qualificatif pour cette cérémonie. Je dis tout de suite que je suis croyant. Donc pour moi, j'aborde ces sujets avec beaucoup de prudence et de respect. Hein. C'est la transcommunication. Transsubstantiation. Transsubstantiation. Pas facile à dire. Et en fin de compte, transsubstantiation, ça va nous rappeler transmutation. Ben oui. Hein? Et en fin de compte, je pense que là, qu'on utilise des produits animaux, parce qu'en fin de compte, que ce soit Monsieur Jésus, André Douzet, toi, ou n'importe quel être humain, qu'il soit homme ou femme, nous sommes animal avant d'être humain. Donc il n'y a rien de sacrilège. En fin de compte, Jésus est tout sauf sacrilège. Et en fin de compte, qu'il a fait cette opération, et qu'ensuite on me dise, mais comment pouvez-vous donner à boire un produit qui est extrait d'un patient ou d'une patiente, qui sont surtout impatients pour réussir à faire un produit. Eh bien, et celui qui va communier, a-t-il eu un seul instant l'idée d'être cannibale? Non, bien sûr. Voilà. Une idée comme ça me vient, je ne sais pas si on peut faire un parallèle, tu sais qu'il existe l'urinothérapie. Oui. Est-ce que finalement on pourrait associer ça à un début d'alchimie du troisième élément? Oui, mais alors là, je déconseille vivement de tenter l'opération si on n'est pas maître en la matière, parce que là, ça peut tourner vinaigre, si je puis dire. Il faut aller avec énormément de prudence et prendre des conseils d'un public si on veut s'aventurer. Encore que, si on regarde sur Internet, il y a une image qui est très connue, et d'ailleurs que je vais te donner et que tu pourras mettre à disposition de tes visiteurs. C'est l'invention du soufre de cet alchimiste qui est agenouillé et qui voit tout à coup dans son vaisseau de verre une lumière intense qui vient de se créer et qui pour lui, il n'en doute pas, est Dieu lui-même qui vient lui annoncer qu'effectivement il a réussi une grande œuvre. Et c'est la découverte du soufre qui va donner une clarté formidable. Mais si on regarde bien, lorsqu'on va plus loin en cherchant à quoi cette image est attribuée et à quel chercheur, qui a été l'auteur de ce tableau, je crois que c'est un tableau du XVIe siècle, sans plus, eh bien on nous dit que cette invention du soufre a été faite à partir d'une énorme quantité d'urine qui a été distillée, jusqu'à arriver au minéral du liquide lui-même, et qui tout à coup s'est enflammé et a illuminé le ballon de verre, donnant à son alchimiste l'impression qu'il venait de créer Dieu. Évidemment, c'est extrêmement dangereux de considérer Dieu à l'urine, transmuté ou non. Mais c'est pourquoi je veux dire qu'il y a dans l'être humain un potentiel phénoménal qui n'a jamais été exploité. Et en fin de compte, l'alchimie, je pense à celle-ci. Les alchimistes spirituels disent que c'est l'esprit d'un homme quelconque, lambda, du plomb, et qu'on va faire évoluer jusqu'à ce que son esprit devienne de l'or, c'est-à-dire à partir du moment où il est lourd, terne, salissant,
D'ailleurs, on dit bien que certaines personnes, oh là, mais qu'est-ce qu'il est lourd, il s'exprime lourdement, et voilà. Et puis tout à coup, l'or est quelque chose d'ailleurs qui est malléable, qui est doux, qui est brillant et qui est inaltérable, qui est éternel. Donc il y a une forme dans l'esprit. Et mon grand-père, qui était acide, mais qui avait une forme de plaisanterie qui n'était pas méchante, une fois qu'on le connaissait, il me disait les alchimistes spirituels sont ceux qui ont les cheveux au fourneau et qui, pour ne pas perdre la face, disaient ah oui, mais le fourneau c'est une chose, l'esprit c'est autre chose. Sur le principe, ils ont raison. Mais tant qu'on n'a pas vu fonctionner un athanor, on n'a pas cette vision de l'univers et de cette illusion d'avoir enfin maîtrisé la matière. Ensuite, effectivement, on a les trois matières essentielles qui vont nous permettre de travailler. Les couleurs, on va aller noir, blanc, rouge, hein, qui sont les trois couleurs de l'alchimie. Le blanc étant la partie masculine, sombre, obscure, on est encore dans le règne minéral, on est encore dans le ventre de la terre, dans cette partie obscure. Œuvre noire, elle est très connue. Ensuite, il y a l'œuvre blanc. Donc là, on va commencer à s'élever, on entre dans la féminité, dans la pureté, dans quelque chose qui va devenir plus limpide. Et ensuite, on a l'œuvre au rouge. Mais j'en reviens à cette chose. Si on regarde les extractions minérales, le blanc, c'est tout ce qui est végétal et liquide, et le rouge, c'est la couleur du sang. Hein. D'ailleurs, on ne va pas s'y tromper lorsqu'on va faire une petite aparté, et si tu veux bien, un jour, on peut reprendre ce sujet parce qu'il est tout aussi fascinant que les autres, c'est le Graal. Le Graal ne contient rien d'autre que du sang et de l'eau, au départ. Si on résume, c'est du sang et de l'eau, donc c'est rouge. Et on va également travailler sur les couleurs, parce que le Graal, on nous dit, est dans une émeraude, et le vert est la complémentaire de la couleur rouge, qui est sa primaire, etc., etc. Donc on va rebondir de l'un à l'autre. Mais on a ces trois couleurs de l'alchimie, et qui sont phénoménales. C'est vrai qu'il se passe des choses dans le creuset qui sont à voir. Mais ensuite, il y a les produits qu'on va également utiliser. On va utiliser du mercure, et pour finir, on va surtout du vitriol, donc du soufre. Et le soufre, je vais y revenir dans un instant, parce que le soufre, c'est le feu. Donc c'est la terre. Parce que la terre, en son centre, en son corps, est faite d'une boule de feu d'une intensité qui nous dépasse. Donc le noir, le feu. Le blanc, c'est lorsque tout va commencer à s'apaiser et qu'on va rentrer dans le règne liquide et féminin, et le rouge. Mais le rouge serait donc le sel. Hein. Donc soufre, et puis ensuite sel à la fin. Bon, mais et le mercure au centre. Donc le mercure est blanc, enfin brillant. Mais surtout, ce qui est intéressant, et la chose sur les gens n'ont pas trop flashé en termes d'alchimie, souvent d'ailleurs ceux qui vont nous rabattre les oreilles de démonstrations alchimiques vont nous parler de langage des oiseaux. Le langage des oiseaux, encore une fois, si un jour tu le veux bien, on peut en parler. Mais là, je vous emmènerai chez Charles Perrault, qui l'a maîtrisé bien mieux que moi. Où est-ce que je veux en venir? C'est qu'on va jouer sur les mots. Et les mots ce sont des jeux qu'on va pouvoir faire. Mais tu en as déjà, tu t'en es pas rendu compte, mais tu en as déjà utilisé tout à l'heure plusieurs. Oui, c'est fabuleux. Parce que la langue des oiseaux va nous permettre de passer facilement. Et seul celui qui a la compréhension va dire ok, c'est bon, on vient de changer, on vient de prendre une correspondance, voilà, c'est la même guerre pour tout le monde, on va prendre la correspondance qui va nous mener où il faut aller. Eh bien, le sel, en fin de compte, le sel serait la fin de l'opération. C'est-à-dire, on va obtenir le sel d'un produit, qu'il soit minéral, végétal ou animal. Qu'est-ce que c'est que le sel? Bien entendu, la première image qui nous vient, c'est cette petite poudre blanche qu'on va répandre sur notre steak pour qu'il soit meilleur et qu'il ait plus de goût. On va saler des légumes également. Ça va donner de la saveur, mais cette saveur, ce sel, si on l'entend différemment, le sel, c'est un sel. Et tu vas me dire, eh ben oui, un sel, c'est un sel. Non, le sel SEL va devenir un sel SCEL, c'est-à-dire un sceau. Il va fermer et authentifier ce qu'il y a dans le manuscrit. Si tant est qu'on va considérer le grand œuvre comme un manuscrit, c'est-à-dire un savoir. On dit bien d'ailleurs dans l'affaire de Saunière qu'on ne savait pas trop s'il a trouvé un trésor de monnaie ou un écrit, un savoir fabuleux. Donc le sel, c'est qui va fermer, authentifier quelque chose qui va se trouver à l'intérieur. Le sel est sa marque et sa propriété,
et sa noblesse. Donc, il ne peut que terminer le grand œuvre, effectivement. Maintenant, pour revenir au soufre, et ça, c'est une expérience que n'importe qui peut faire s'il est prudent et s'il dispose d'un tout petit minimum de matériel. Le soufre permet, on dit en alchimie, il va casser, il va nous permettre d'aller à l'intérieur d'un minéral. Il va nous permettre d'exploser ce minéral sans qu'il y ait d'explosion, évidemment, au sens où on peut l'entendre. Moi, je dirais que l'expérience que je vais proposer va donner un résultat qui est étonnant, et il va falloir faire en sorte qu'il ne soit pas détonnant. Et c'est simple, on va mettre en route une petite forge, des petites forges portatives, on en trouve dans tous les magasins de bricolage, avec tout simplement du charbon de bois ou du charbon. On va pousser et on va mettre une tôle assez fine, d'un millimètre ou d'un demi-millimètre, et on va chauffer. On va mettre cette plaque de tôle sur le feu, dans le feu, jusqu'à ce qu'elle soit chauffée légèrement au-dessus de rouge, c'est-à-dire elle va commencer à passer jaune-blanc. Bien. Et on va appliquer prudemment avec un bâton, avec une barre de fer, un morceau de soufre qu'on aura coincé au bord de la barre de fer, et on va appuyer. Et on va s'apercevoir qu'au bout de quelques secondes, tout au plus 2-3 minutes, eh bien l'emplacement où on va mettre le soufre va perforer la plaque de tôle, comme si on avait travaillé avec une chignole. Or, la plaque de fer, il est très difficile, sauf avec un chalumeau oxydrique, de la perforer simplement avec la chaleur. Avec le soufre va être le borax du verrier, c'est-à-dire ça va être quelque chose qui va permettre d'obtenir un résultat avec une chaleur moindre. Ça, c'est déjà de l'alchimie, parce qu'on va passer d'une tôle noire, elle va devenir rouge, et puis ensuite elle va devenir jaunâtre, et on va perforer, on va passer à travers la matière. Et ça, c'est une expérience que n'importe qui peut faire. C'est en fin de compte de la chimie, hein, et rien d'autre. Maintenant, si on veut toujours rester dans le domaine du divin, il y a une petite expérience qui est très simple à faire avec le règne végétal et qui va pouvoir nous permettre d'avoir des expériences qui vont nous étonner et qui vont nous apporter une foule de questions, d'interrogations fantastiques, et ensuite d'appréhender ce qu'on peut faire avec la spagyrie, et surtout lorsqu'on va appeler alchimie, lorsqu'on va appliquer alchimie et spagyrie au règne animal. Et on va voir un petit peu comment la création va pouvoir se reproduire. Une expérience que moi j'ai connue lorsque j'avais 12 ans et que je préparais mon certificat d'études primaires. On avait un instituteur qui était fou de chimie et qui nous faisait des expériences phénoménales, et on était tous fascinés à 12-13 ans par ce type qui faisait péter, qui faisait changer de l'eau de couleur, un petit peu comme un autre aura fait de l'eau et du vin il y a 2000 ans. Eh bien, il avait pris des éprouvettes, et ça n'importe qui peut le faire. On prend des éprouvettes, on y met du coton, on y met un peu d'eau, et on met sur le coton des lentilles, tout simplement. Et on va fermer l'éprouvette, on va la sceller à la cire, de façon à ce qu'on ne puisse pas dire, oui, il s'est passé quelque chose, la petite souris est passée, et puis elle nous a arrangé ça. Non, non, on va sceller, de façon à ce qu'il n'y ait pas de supercherie. Et on va mettre cette éprouvette au soleil, sur le bord de la fenêtre, sur une balance de précision, une balance de poste, par exemple, hein, et on va attendre. Et on va s'apercevoir que le soleil, à travers le tube, va faire germer la graine. Jusque-là, il n'y a pas de magie, il n'y a pas d'alchimie, c'est connu, une graine germe, pardon. Mais, et elle va pousser, et en poussant, elle va devenir lourde, et sur la balance, on va voir un poids qui va s'annoncer de plus en plus élevé. C'est infime sur une expérience comme ça. Mais si on met l'éprouvette assez grande, la plante va monter, et ça va être lourd. Et la question est simple. Bien sûr, on nous dit c'est la photosynthèse. D'accord. Mais l'énergie qui va se transformer en matière, elle vient d'où? L'éprouvette est scellée, elle est pesée au départ et à la sortie. Oui, on aurait pu croire que c'est l'eau et les éléments qui sont dans le coton qui se transfèrent, que c'est la masse initiale de la lentille qui se développe. Mais non, là, tu es en train de dire que ça devient plus lourd. Ah oui. Et ça, c'est une expérience qu'on peut faire très facilement. Et elle est fascinante si on a une balance de précision. On a en face de soi, effectivement, quelque chose que j'appellerais déjà de la transmutation. Donc, en fin de compte, la transmutation n'est pas une farce. Ce que je déplore aujourd'hui, c'est que on peut tout faire dire à n'importe quoi. Mon grand-père me disait, un élément, c'est comme un être humain, bien torturé, on lui fait dire tout ce qu'on veut.
c'est vrai. Et quelqu'un à Paris qui m'avait mis un petit peu au défi de parler d'alchimie, je ne vais pas m'attaquer aux porches des cathédrales ou aux façades de quelques places en Belgique ou ailleurs. Non, non. On avait pris une tasse à café. Au bout de 20 minutes, les dimensions de la tasse à café, je lui avais démontré qu'elles étaient alchimiques et qu'elles avaient des relations entre elles, les dimensions des relations entre elles. C'était complètement bidon. J'ai voulu lui démontrer qu'avec une tasse à café, je lui imposais des questions auxquelles il ne pouvait pas apporter de réponse, moi, avec mon certificat d'études primaires. Donc, en fin de compte, il faut être extrêmement méfiant et avec des expériences très simples, on va arriver à des résultats concrets. On va voir quelque chose qui va se révéler. Maintenant, si tu le permets, je dirais qu'il suffit de venir visiter notre musée pour voir sur quoi travaillait mon grand-père, avec quoi. Et par exemple, on voit encore aujourd'hui, dans le four à feu de sable qu'il avait laissé, un œuf d'autruche. Et lorsque j'étais enfant, mon grand-père m'emmenait au parc de la Tête d'Or à Lyon, et au moment où les autruches pondaient, il achetait des œufs. Et on ramenait ces œufs qui sont très gros, un peu comme ma tête, légèrement plus petits, parce que j'ai une grosse tête. Vous avez vu, elle ne passe pas dans l'écran. Et il perçait l'œuf, il le vidait du blanc et du jaune, il ne le lavait pas, il mettait les produits qu'il avait ensuite à faire travailler à la chaleur, il scellait l'orifice et il mettait l'œuf d'autruche au feu, et à feu vif. L'œuf d'autruche peut supporter des centaines de degrés. Et lorsqu'il a atteint son point ultime, c'est-à-dire lorsqu'il ne peut pas supporter plus chaud, il chuinte, il va te dire lui-même, attention, au-delà, je vais exploser. Donc à toi de diminuer la chaleur. Et en fin de compte, l'œuf d'autruche, cette forme ovoïde, va permettre de faire une chaleur tournante, comme un four qui va cuire un rôti. Donc c'est quelque chose de naturel. Et en fin de compte, cet œuf, si on regarde bien dans le Multus Liber, le livre muet dont on va pouvoir consulter toutes les planches sur Internet maintenant sans se ruiner à l'acheter. Comment tu as dit le nom, répète le nom? Multus Liber, le livre muet. Oui, donc le livre muet, c'est simplement un livre où il n'y a pratiquement pas de texte, mais que des images, des images qui vont retracer le grand œuvre. Eh bien, on va voir qu'à l'intérieur de la canoë, le creuset est représenté par un œuf. De là, évidemment. Alors, regarde, je mets juste à l'écran 2 secondes. C'est ça, hein? Ah oui, c'est ça. Ce sont les planches du Multus Liber. Okay. Voilà. Eh bien, si on s'approche bien d'une des planches, on va voir à l'intérieur que le creuset a une forme ovoïde. C'est un œuf. Alors, bien entendu, on va avoir sur la page numéro 1. Alors, arrêtons-nous sur cette image. On va trouver, évidemment, les personnages recueillent la rosée, mais surtout, ce qui est derrière, on trouve un bélier et un taureau qui vont s'affronter. Et peu souvent, on nous dit, oui, bon, c'est la matière qui va se manifester. Et si c'était tout simplement pour nous dire à quelle époque il faut recueillir la rosée, par exemple en utilisant le zodiaque, entre le signe du bélier et le signe du taureau, pourquoi pas? Hein? Oui, bien sûr. Et ce sont des choses qui sont très peu abordées, tout comme la planche numéro 1, si tu peux me la trouver. Ah, je vais essayer de te la trouver. Figure, non, ça va pas être ça. La planche numéro 1, là je vais la voir. C'est celle-ci? Voilà. Eh bien, c'est une page où il y a du texte. Hein. Donc, on nous explique Multus Liber. Et puis, surtout, on va trouver une série de lettres. Tu peux le remettre? Ouais, je l'ai perdu, je vais la retrouver. Hop. D'ailleurs, dans ce que tu as mis, par hasard, le texte nous dit bien qu'on va travailler avec un vaisseau en verre ou en terre ou un œuf. Donc, on va bien rejoindre ce que mon grand-père faisait. Et on trouve sur cette image de la première page du Multus Liber, si tu fais un agrandissement, des termes qui vont nous apparaître extrêmement hermétiques. Il y a des chiffres, il y a des noms. On va voir 21, 11, 82, neg. C'est ça. Et oui. Et si on inverse, eh bien, le neg devient G-E-N, gène. Hein. Et là, on va retomber sur des textes bibliques
Et les chiffres vont nous donner les versets sur lesquels on va travailler. Genèse 28. Genèse 28, 11, 12. D'accord. Et ensuite, de l'autre côté, Genèse 27, 28, 39. 27, 28, 39, c'est ça, ouais, si tu lis à l'envers. Eh bien, à partir de là, ensuite, tu as le dernier qui finit par ouais, c'est Deutéronome. Et qui est le Deutéronome. Et à partir de là, on a des informations, et puis ces anges qui montent l'échelle, qui montent au ciel, et qui jouent de la trompe pour effectivement, en fin de compte, nous apporter un autre son, une autre façon de gravir l'échelle. Ensuite, il va y avoir une planche, ça je te laisserai les trouver pour les mettre, et sinon je te les fournirai, où on a les dissolutions. J'essaye de regarder en même temps que toi. Il y a tout à fait en bas de la planche, en bas et à droite, des chiffres à coups de dizaines, centaines et milliers. Ce sont les dissolutions, comme on trouve les dissolutions en pharmacie à partir d'une teinture mère ou une teinture d'iode, ou en tout cas une teinture de pharmacie. Et en fin de compte, la dernière planche où on voit un homme et une femme, encore une fois, il est question d'un homme et d'une femme qui sont en train d'extraire de la rosée, eh bien, on nous dit qu'il faut effectivement lire et relire. Et en fin de compte, une fois que tu as lu et relu, tu vas pouvoir partir clairvoyant, c'est-à-dire que tu auras enfin appris quelque chose et tu vas être celui qui va pouvoir avancer dans l'alchimie. D'accord. Ok. Donc, évidemment, c'est un sujet qui est tellement vaste. Dans l'Union, nous n'avons pu faire qu'un survol. Mais je reste persuadé que ton émission va susciter le même intérêt que la première et que les gens vont nous reposer des questions avec lesquelles nous allons pouvoir aller un tout petit peu plus loin et d'une façon plus intéressante. Et si un jour tes auditeurs décident qu'on doit aller encore un peu plus loin, ce sera avec grand plaisir que je pourrai arriver, dans la mesure où je le peux, en précisant que je ne suis pas alchimiste et que je refuse ce titre, que je laisse volonté à d'autres, qui le sont sans doute beaucoup plus que moi. J'ai appris le magistère, mais pas l'alchimie. C'est ça, tu n'es pas le chimiste, tu es le magistère. Moi, j'avais une petite question à te poser. Tout à l'heure, on a parlé à un moment donné de Mercure. Tu sais, le Mercure, dans certains livres ancestraux sur les Vimanas, c'est ces fameux engins volants qui auraient existé donc, il y a plusieurs millénaires. Selon certaines descriptions, ils pourraient utiliser du mercure pour justement faire se lever, se léviter ce genre de vaisseau. Est-ce que quelle est l'importance du mercure pour toi dans le grand œuvre ou de façon générale dans le magistère? Alors, effectivement, c'est un point qui est très intéressant et j'avais pu en parler avec des chercheurs, mais des chercheurs sur un plan général. Et ils m'avaient montré, ils m'avaient poussé à réfléchir sur un point précis. Le mercure, en fin de compte, se présente comme un liquide. Hein, quand il est à une température ambiante, il est liquide. Si on appuie avec le doigt, il va rouler, il va s'étendre comme une goutte d'eau. Hein. C'est Serge Hutin qui m'avait donné cette explication. Et Serge Hutin est quelqu'un qu'on peut difficilement taxer de raconter des sottises ou d'avoir écrit des idioties. Et Serge Hutin m'avait dit, si on gèle le mercure, il redevient solide. Et si on le chauffe, des gaz vont s'échapper. Bien. Et il me disait, quel est le corps sur Terre qui a les mêmes facultés? C'est l'eau. Elle est liquide, elle est solide lorsqu'elle est glacée, elle redevient liquide à température ambiante, et si on la fait bouillir, elle s'évapore. Le mercure va suivre ceci. Et où est-ce qu'il voulait en venir? Eh bien, il voulait en venir, il dit, arrivé un jour, on s'est aperçu qu'on pouvait obtenir des produits atomiques. Et il m'a dit, en fin de compte, lors de la guerre, il y a eu quelque chose qui avait été commencé à être mis en étude, et d'ailleurs, on continue à l'étudier, c'est l'eau lourde. Et l'eau lourde a quelque chose de radioactif. Et aujourd'hui, on est en train très sérieusement de considérer qu'un produit radioactif peut être une réserve de carburant pour des véhicules ayant à se déplacer extrêmement loin, extrêmement vite,
avec le minimum de carburant pour ne pas être alourdi. Alors, je ne suis pas un professionnel, je ne suis pas quelqu'un qui peut parler longuement des ovnis, je ne sais pas. Hein. Mais toujours est-il qu'il y a des choses extrêmement curieuses entre cet aspect du mercure qui peut devenir radioactif dans certaines conditions, comme l'eau en s'alourdissant va devenir un véritable carburant, et de ce carburant, pourquoi d'autres êtres n'ont-ils pas eu des idées plus évoluées que les nôtres. Nous ne sommes pas les seuls dans l'univers, ça j'en suis persuadé, parce que ce serait tellement orgueilleux et prétentieux que je m'y interdis, et tout comme je m'interdis de penser que nous sommes les plus intelligents, parce que dans ces conditions, l'intelligence, si elle est mise à ce qu'on voit aujourd'hui, c'est pas ce qu'on a fait de mieux. Donc d'autres civilisations ont pu utiliser tout ça. Donc effectivement, le mercure, dans certaines conditions, peut arriver à des résultats. N'oublions pas que le mercure est le seul produit qui va dissoudre l'or. Tout à fait. Je ne savais pas, tu vois. Ouais. Hein, et il est dangereux d'approcher une goutte de mercure d'une alliance parce qu'elle va là, tu n'as plus qu'une solution, c'est vite aller mettre ton alliance dans le congélateur précisément pour arrêter l'acidité du mercure. Et puis à partir chez le bijoutier, en ayant inclus ta bague et sa goutte de mercure dans un glaçon, et lui a des produits pour séparer le mercure de l'or. Va-t-il séparer le bon grain de l'ivraie? Pourquoi pas? D'ailleurs, l'or se pèse bien en grains. Hein, langue des oiseaux oblige. Ah oui, forcément. Oui, mais c'est vrai que tout se rejoint. Et en effet, ce qu'il faut faire, il faut toujours, à un moment, mon grand-père me disait, tu vois, tu as souri avec des jeux de mots comme ceci. Et souvent, les gens sourient. Et ils ont raison. Et mon grand-père me disait, en toute chose, travaille sérieusement, mais ne te prends jamais au sérieux. Alors, il ne faut pas avoir l'air d'un âne qui pète en parlant d'alchimie, en prenant des airs de quelqu'un qui sait tout. On ne sait rien sur les mystères de l'univers, en fin de compte. Rien du tout. L'alchimie est un travail de tâtonnement et on n'est jamais certain de rien jusqu'au moment où, par exemple, un fou peut vous péter à la figure, comme l'œuf d'autruche, si on dépasse la température qu'il peut supporter. Donc, il y a des dangers, mais il y a d'énormes plaisirs et surtout, c'est cette troisième voie qu'on ne trouve quasiment nulle part et qu'on appelle le procédé Bartholov. Et c'est avec oui, un peu d'orgueil et de fierté que je peux dire que nous sommes très peu, très peu, il n'y a pas que nous qui le possédons, nous le savons, mais à avoir la copie complète du procédé Bartholov, qui est l'anagramme. Et du coup, la question qu'on se pose quand on entend ça, c'est est-ce qu'à un moment donné, toi, tu n'as pas envie tout simplement de l'éditer, cet ouvrage, on va dire, ce recueil? Parce que là, il n'y a plus de droit d'auteur depuis le temps. Pauvre Bartholov, il y a longtemps qu'il a perdu ses droits d'auteur, que c'est rentré dans le domaine public, on va dire. Donc, est-ce que tu n'aurais pas envie, justement, de peur que ça disparaisse complètement, d'éditer ce genre de recueil? Oui, alors, si on veut plaisanter, et il va falloir le prendre, et forcément, sur le ton de la plaisanterie. Et si j'édite ce petit livret et qu'un jour, à ma porte, sonne un monsieur qui me dit, voilà, je suis Bartholov. Ça vous étonne? J'ai voyagé dans le temps parce que je suis allé jusqu'à la 3e étape et je viens vous tirer les oreilles parce que vous éditez un livre que je n'ai jamais voulu éditer moi-même. Ce serait intéressant, tu aurais au moins l'occasion de rencontrer M. Bartholov. Oui, ça aurait au moins cet avantage-là, tu vois. Mais d'ailleurs, Marie-Ange Thibault a écrit une nouvelle là-dessus qui m'avait toujours fasciné, où effectivement un monsieur venait visiter notre maison et était le fameux monsieur Bartholov qui venait voir où j'en étais de mes travaux. Bon, ça, évidemment, c'est une nouvelle, c'est romanesque. Mais pourquoi pas? Ensuite, voyons une question. Hein, on te propose effectivement un livre qui va te permettre de tenter d'endiguer une maladie grave qui vient de t'atteindre et où ton médecin te dit, eh bien, écoutez, soyez courageux, si vous avez des papiers à mettre en ordre, il vous reste 7-8 mois pour les mettre en ordre. Et que tu tombes sur ce livre, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas essayer. Oui, forcément. On est bien d'accord. Je suis passé par ce genre de, on va dire, d'épreuves dans la vie. Oui, tu l'essayes directement, bien sûr. Et à partir de là, est-ce qu'il n'y a pas un risque énorme à dire aux gens, voilà, je vais vous apprendre à fabriquer une bombe à retardement.
Parce que d'abord, ça peut péter à la figure de celui qui va essayer, parce qu'il faut un matériel qui monte en température. Si on fait attention, il n'y a aucun danger, puisque je l'ai fait et ça ne m'a pas pété à la figure. Mais c'est pas ça, c'est pas tant le choc thermique du four qui explose qui est à craindre, c'est qu'à partir de là, tu vas te refaire faire des analyses et ton médecin va te dire c'est fabuleux, la maladie s'est arrêtée. Et là, la médecine a un terme, c'est ce qu'on appelle une rémission spontanée. Ça existe en termes de médecine. C'est-à-dire, on ignore pourquoi, mais la maladie dit bon, ben, j'en ai plein le cul, je m'arrête là pour aujourd'hui. Et elle s'arrête, elle s'endort. Elle est toujours dans ton véhicule, mais elle est devenue inoffensive, elle est inerte. Et toi, tu continues, puisqu'on t'a dit il vous reste un peu moins d'1 an à vivre. Mais comme l'épée de Damoclès ne va pas tomber, l'an qui te reste à vivre se prolonge. Et de quel droit tu vas faire ça, pour commencer? Parce que tu peux déclencher des choses qui ne sont pas prévues en continuant à vivre. Après, on peut aller dans une philosophie c'est de la science-fiction. Mais on dit bien que parfois la réalité rattrape et double la science-fiction. Et ensuite, tu peux avoir des gens malhonnêtes qui vont te dire, bah, écoutez, vous n'avez pas les moyens, vous n'avez pas le matériel, vous n'avez pas le milieu hospitalier pour extraire une des 2 matières premières qui n'est pas toujours facile à obtenir sur la table du séjour. C'est 10 000 euros. Une vie à 10 000 euros, c'est pas cher, Antoine. Et tu as des gens qui seront malheureux, malades, en train de mourir et qui vont faire tout ce qu'ils peuvent pour rassembler les 10 000 euros. Et pourquoi celui qui a du fric aurait-il le droit de passer outre et pas toi? Donc, c'est ce que mon grand-père m'avait dit. Il m'avait dit, c'est extrêmement dangereux. Le procédé en lui-même est une véritable malédiction. Et il m'a dit, c'est sans doute pour ça qu'à une époque, des religieux se sont dit, on va foutre sur le bûcher tous ceux qui vont s'approcher de ça. Bartholope y aurait échappé et aurait écrit son petit livre, Procédé Bartholope, hors potable. Donc à partir de là, effectivement, on pourrait le rééditer en sucrant 2 ou 3 passages qui permettent, par exemple, d'avoir les durées et les temps de chauffe. Et là, tu n'aurais pas le temps, en termes d'années, pour explorer tous les degrés de chauffe entre 300 et 500. Il faudrait plusieurs réincarnations. Et tu sais, c'est toujours pareil, c'est finalement, c'est quand c'est un petit nombre, comme tu le dis, qui ont ce genre de pouvoir où ça devient dangereux, à partir du moment où c'est accessible à tous. Après, ça ouvre plein de effectivement, de questionnements philosophiques, mais quand tu regardes bien aujourd'hui, d'ailleurs, il y a Médecins du Monde qui est en train de faire une campagne là-dessus, où si tu fais pas partie des plus riches, eh ben, tu n'as pas accès aux soins aujourd'hui. C'est déjà malheureusement ça. Et peut-être que dans un monde peut-être de science-fiction, hein, le jour où le procédé Bartholope serait accessible par tous, il y aurait peut-être plus de maladies. Donc finalement, ça changerait la vision du monde radicalement. Oui. Mais c'est peut-être une utopie, on est bien d'accord. Oui, oui, oui. Et puis, je me dis que si ce livre a disparu pratiquement des écrans radars, mon Dieu, c'est le cas de dire, mon Dieu, essayons de trouver une raison valable. Et encore aujourd'hui, le matériel qui m'avait permis d'accéder la dernière fois que j'ai fait cette expérience, je l'ai rendu, je m'en suis débarrassé. Parce qu'une fois que j'ai réussi, j'ai eu envie de recommencer. Et en fin de compte, j'avais peur de tomber comme dans l'alcoolisme ou la drogue. En disant, oh, c'est fini, j'arrête, demain matin, c'est fini, je bois plus. Et puis, on a caché une bouteille de vin dans la cuvette des cabinets. Donc, c'est quelque chose qui est redoutable. D'ailleurs, l'alchimie est en soi quelque chose de redoutable. Et moi, si tu veux bien, non, je ne vais pas terminer, mais je vais simplement proposer à celles et ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, un petit livret qui n'est pas très grand et qui s'appelle Hermès dévoilé, dédié à la postérité. Hermès dévoilé, dédié à la postérité, dont l'auteur est un certain Siliani, CY, et qu'on va trouver aux éditions traditionnelles, édition de 1975. Pour moi, c'est un des plus petits livres par la quantité, donc très accessible. Et à mon avis, c'est un des plus grands, pour ne pas dire le plus grand en termes de magistère, de grand magistère, parce que c'est dans ce livre que j'ai retrouvé le plus près possible ce que je voyais faire par mon ancêtre.
Donc, c'est un livre, et puis d'abord, qui reste sur sa réserve sur certains noms de produits. Donc, en fin de compte, si on veut aller plus loin, eh bien, il faut travailler, il faut aller loin, et puis voilà. Hein. Mais c'est un excellent ouvrage si on veut commencer et avoir quelque chose de sérieux. Sinon, autant de livres on va lire, autant de fois on va rester sur sa faim parce que chaque auteur va apporter des termes, des noms, des durées différentes. On va te dire qu'il faut travailler en fonction d'un calendrier. Mon grand-père était formel, il n'y a pas de calendrier. On peut travailler quand on en a besoin. Le travail n'est pas assujetti, sauf en ce qui concerne les moissons et autres, mais qui n'est pas assujetti à un calendrier. Donc on peut effectivement faire l'extraction des deux produits sur un être humain, ou sur que ce soit la spégirie ou l'alchimie minérale. Donc ce livre, effectivement, je le conseille. Il n'apparaît pas souvent parce qu'il n'est pas clinquant. On ne voit pas de grandes images, on n'en prend pas plein les yeux, mais en le lisant attentivement, on s'aperçoit que c'est quelqu'un qui est allé très loin et qui apporte énormément de choses, et qu'après, il suffit de se faire complice avec un bon chimiste, et je pense qu'il y a des pistes qui peuvent s'ouvrir, Antoine. Ok. Bon, en tout cas, il est disponible à la Bibliothèque nationale de France. Oui. Oui. Donc, il doit être téléchargeable Oui, sur leur oui, site. oui, il existe des rééditions à 3 francs 6 sous. Et en fin de compte, c'est le contenu qui compte. Si on veut un très beau livre relié, ça va coûter très cher, mais le texte sera le même. Et comme disait, je crois, Rabelais, qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse. Oui, c'est lui qui disait ça, effectivement. André, moi j'avais une dernière question sur ce sujet, et puis je pense qu'après on va pouvoir clore ce sujet qui est passionnant, sur lequel on pourrait y passer des heures et des heures. Ça te concerne plus directement, ça concerne ton grand-père. Par rapport à tout ce que tu nous as décrit, donc c'était un homme qui était peu lettré, mais finalement qui avait accès à une grande connaissance, etc. Est-ce que pour toi, dans ta vision, tu penses qu'il faisait partie finalement d'une société secrète ou d'un groupement hermétique avec des connaissances? Tu peux répondre ou pas? Si. De toute façon, alors qu'il est, les hommes et mon ancêtre ont rejoint un monde que je leur souhaite à tous bien meilleur. C'est pas bien difficile qu'ils soient meilleurs, mais je leur souhaite. Et effectivement, de temps à autre, c'était la génération, j'ai 70 ans, donc la génération de mes grands-parents. Les gens qui ont mon âge ont vu leur grand-père sortir le chapeau quand on allait à un enterrement, à un mariage, à un baptême, à l'église, on mettait le chapeau. Et l'homme, c'était Guy Béard dit que c'est le dernier étage de sa coquetterie, certainement. Mais c'est aussi ce qui va protéger le cerveau. La pensée, effectivement, c'est le dernier étage. Et il mettait son chapeau et le costume noir lorsqu'il allait à certaines réunions, on ne sait pas lesquelles. Et parfois, des hommes venaient le visiter. Et ces hommes avaient la même tenue, costume noir, chapeau. Je fais tout de suite un petit attention à ne pas aller dans ce sens. On va tout de suite penser aux francs-maçons qui, pour aller en tenue, s'habillent avec des habits de cérémonie, des habits pas celui qu'on va mettre pour aller à Carrefour faire ses courses ou ailleurs. On sort le costume, la cravate, on s'habille pour ça. Et lorsque mon grand-père mettait le chapeau, c'était encore l'étage au-dessus. Et effectivement, souvent, parfois des hommes venaient le voir et il n'y avait pas de... Après, j'ai appris ce qu'étaient les signes de reconnaissance, les mots, les postures. Non, d'ailleurs, ces hommes entraient dans la maison sans pratiquement dire bonjour à ma grand-mère. Ils entraient comme s'ils étaient chez eux et se dirigeaient directement vers le bureau. Ils enlevaient leur chapeau, c'est tout. Et c'était des hommes, oui, on va dire, on va faire un petit peu dans le mystère, Men in Black. Non, parce qu'ils venaient simplement en costume noir, mais on voyait que pour eux, ça avait de l'importance de se distinguer. On était à la campagne, hein. Celui qui arrivait avec un costume noir et un chapeau, ça pouvait être monsieur le maire, le notaire, etc., etc. Donc, un personnage important. Oui, je pense qu'il a fait partie de quelque chose, quoi, on ne sait pas. Franc-maçon, c'est possible, parce que c'est accessible. Mais surtout, je pense qu'on l'a utilisé, pas au sens péjoratif. On ne l'a pas exploité
on l'a utilisé parce qu'il avait une prédestination par son métier, d'abord à accéder à des fours, à savoir constituer un four avec ce qu'on appelait de la chamotte. Il savait faire monter un four en température avec du coke, et surtout, étant verrier, il pouvait accéder à des verreries, des creusets en silice, simplement en allant dans les réserves de la verrerie. Alors que toi, moi, monsieur tout le monde, même à son époque, il fallait aller dans un magasin de chimie et ça coûtait fort cher. Je pense que ces hommes qui le poussaient avaient l'argent. Mais pour eux, c'était plus simple d'utiliser un personnage qui était transparent. C'était un verrier. Quoi d'étonnant qu'il aille chercher un creuset? Rien. Quoi d'étonnant qu'il demande un bocal de borax? Ben non, puisqu'on se servait du borax comme fondant pour le verre. Donc, ils avaient l'image d'un homme qui était transparent, qui pouvait circuler dans ce milieu. Alors, effectivement, oui, à la question « a-t-il rencontré des gens qui faisaient partie d'une société ?» je réponds oui. Et je vais aller plus loin, mais toujours en restant sur la valeur des mots. Oui, je vais dire, c'était une société secrète. Mais quel est le fort d'une société secrète? Eh bien, c'est de rester secrète. Si on dit, oh, la franc-maçonnerie est une société secrète, c'est pas vrai. On sait bien qui est maçon et qui ne l'est pas. On sait où ils se réunissent. Tu vas sur Internet, tu as même des petits clips de tenues. Tu peux aller à des tenues blanches, tu peux discuter avec des maçons. C'est une société discrète, la maçonnerie, mais plus secrète. Et aujourd'hui, une société secrète, elle l'est si elle a réussi son pari. Et je pense que mon grand-père a soit fait partie, soit eu contact avec des hommes, c'est très misogyne, hein, des hommes qui effectivement ont fait partie d'une société secrète, mais pas au sens où on le voit aujourd'hui, des gens qui sont en noir et puis qui ont une cape avec un couteau et qui vont poignarder tous ceux qui sont contre eux. Non, c'est des hommes qui sont restés à garder un savoir. Existe-t-il encore? Pourquoi pas? Simplement, ils ont réussi leur pari, leur société est restée secrète. Et il n'y a là rien à voir avec les Men in Black, le Ku Klux Klan ou autre chose. On est dans quelque chose qui est tolérable, qui est acceptable. Voilà. D'ailleurs, Antoine, rien ne prouve que tu ne fasses pas partie d'une société secrète et que tu sois là pour vérifier où en est le savoir de mon grand-père. Je plaisante, bien sûr. Pourquoi pas? Tu sais, tout est permis comme hypothèse. On est bien d'accord. D'ailleurs, au pire, tu peux avoir des auditeurs ou des auditrices qui vont nous poser des questions, comme pour la maquette, en disant Monsieur Douzès, vous pouvez nous parler de cette société dont vous avez vu passer quelques spécimens et qui passaient comme la rumeur, c'est-à-dire très vite. Et voilà. Donc, qui sait? Peut-être que ce que tu viens de faire, cette émission que tu viens de faire, peut avoir des retombées beaucoup plus importantes qu'on peut l'imaginer, toi et moi, et je le souhaite très vivement, Antoine. Tout à fait. Mais tu sais, moi, j'ai appris au décès de mon père qu'il était franc-mac. Hein. Je ne savais pas avant. Hein. Donc, voilà, effectivement, il y a des secrets parfois qui restent secrets. C'est comme tu l'as dit, hein, c'est un peu l'objectif. Oui, c'est ça. Hein. Ok. Bon, en tout cas, je pense qu'on a fait un joli tour d'horizon sur une alchimie qu'on a abordée d'une façon un peu moins courante que l'alchimie dite classique. Donc, on retient le terme magistère que tu préfères. Il y a l'alchimie, il y a l'alchimie spagyrique, mais du coup, tu vois, j'emploie encore le terme alchimie devant. Et j'aimerais bien qu'on invente ce mot pour l'alchimie animale. Ce serait bien qu'on en trouve un, tu vois, pour qu'ensuite on puisse dire à l'alchimie, la spagyrie et... Ouais. Il va falloir qu'on y pense, en vrai. Oui, mais tout à fait. Et je pense que le support que tu proposes aux gens, que tu m'as proposé à moi, est quelque chose qui permet un contact avec des gens qui ne se connaissent pas. Et pourquoi pas, ça peut faire une étincelle. Et de cette étincelle, on peut faire un feu si on le canalise convenablement. On peut monter en chauffe. Et c'est vrai que je suis toujours très intéressé et j'ai toujours accepté de parler de ces choses-là sur des sites comme le tien parce que c'est un outil d'échange et c'est pas que, comme on a dit au début, où c'est pas un cirage de bottes, mais c'est une réalité. Tu le sais bien. Tout à fait. À suivre, Antoine. C'est ça. En tout cas, ceux qui veulent en savoir plus, profitez cet été, si vous êtes dans la région d'André, pour vous arrêter à son musée. Vous prenez contact avec lui quand même pour qu'il puisse préparer, c'est ce qu'on a dit, il y a un certain nombre de petites choses à préparer pour cette visite. En tout cas, c'est un musée qui est visitable.
Si vous avez des questions, vous les envoyez soit à contact.miasme@gmail.com, soit sur la page Facebook, vous entrez directement en contact avec moi. Et puis, on se donne rendez-vous au mois prochain, André, ou peut-être même plus tôt, si on a le temps. Avec grand plaisir, Antoine. Et le plaisir sera toujours pour moi. Bah, écoute, c'est toujours partagé. Peut-être sur le Graal cette fois-ci. Ah oui, bah oui. Là, je veux bien parce que, encore une fois, sans prétention aucune, nous avons des pistes qui n'ont pas été souvent abordées. Et il y a l'image que je vais donner, c'est l'autoroute. Hein. L'autoroute, ça va très vite de Paris au bord de la mer. Voilà, ça va très vite. Mais c'est chiant. Hein. On est beaucoup, ça sent pas bon, on est enfermé dans une voiture. Et puis, il y a les chemins. Et après les chemins, il y a les sentiers. Ces fameuses pistes qui sont parfois complètement oubliées, mais qu'un vieux paysan, et quand je dis paysan, c'est pas péjoratif. Le paysan, c'est celui qui habite le pays. Et quel est le pays dans lequel on va s'aventurer? Peut-être le pays du grand magistère. Et on va trouver un paysan qui habite ce pays du magistère et qui va nous montrer un des derniers sentiers qui va nous permettre d'aller plus loin. Eh bien, pour le Graal, si tu le veux bien et si tes auditeurs et spectateurs le veulent, on peut visiter un ou deux sentiers comme on l'a fait aujourd'hui avec le Bartholop. Tout le plaisir sera pour moi, Antoine. Écoute, le rendez-vous est pris et on ira visiter avec plaisir ces sentiers qui sentent bon, hein, la lavande. Ok. Merci André. Allez, bonne journée. À bientôt.